Bonsoir, joie de vous retrouver dans 28 minutes. Bonsoir mes amis. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la décision qui a été prise vendredi dernier par 34 pays membres du Conseil de l'Europe sur les 46 que compte ce Conseil. Une décision donc de créer un tribunal spécial pour juger les crimes d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Pourrait être déféré devant le tribunal Vladimir Poutine et ses plus proches collaborateurs. Today is a historic day and we are making history. Just like the Nuremberg Tribunal 80 years ago, this special tribunal in The Hague will restore justice from the ruins of war. Y a-t-il une probabilité pour que les dirigeants russes soient un jour entendus par le tribunal et que leurs crimes d'agression soient jugés? Pourquoi la Cour pénale internationale ne peut-elle pas prendre en charge le crime d'agression? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marjorie Adelson et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et direction la Bolivie, Elisabeth, où les mineurs sont en grève, ils manifestent, ils ont bloqué La Paz, la capitale administrative du pays. Ils demandent la démission du président. C'est l'occasion de visiter la longue histoire des mines en Bolivie, notamment Potosí, la montagne d'argent. Oh, que c'est beau. Et vous, Marjorie? Parlez-vous le chien ou le chat, Elisabeth? Miaou. Pas encore. En tout Ça cas, va loin. Ça va loin. De plus en plus d'entreprises, justement, se proposent de traduire le langage animal. Je vous en parle tout à l'heure. Ouf! À tout à l'heure, Marjorie. Et pour commencer, nous recevons le merveilleux historien français Georges Vigarello, agrégé de philosophie, ancien moniteur d'éducation physique et ancien sauteur à la perche, l'homme qui tombe à pic pour livrer une histoire du corps humain en Occident au cours des 20 derniers siècles, du corps lié au cosmos, au corps à l'écoute de lui-même, du modèle fonctionnel au modèle existentiel, corps et envers des corps, avec Vigarello qu'on retrouve tout de suite. Georges Vigarello, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous voir, de vous accueillir sur le plateau de 28 minutes. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sponsor. Bonsoir. On vous accueille à l'occasion de la sortie des logiques de votre dernier essai, Oui. Les logiques du corps, aux éditions du Seuil, avec une illustration absolument remarquable. Je trouve qu'elle est très parlante parce qu'elle renvoie à une logique précisément. Alors, la logique quoi? La logique des astres. C'est Alors, les astres qui ça c'était au commandent. Moyen-Âge, les astres Moyen-Âge. commandaient les Les astres corps. commandent le fonctionnement du corps, c'est très important. Et après, il faut s'en libérer. Mais d'ailleurs, vous dites, à l'intérieur de votre essai, vous évoquez la Grande Peste. Et vous dites, la peste a été attribuée à un désordre cosmique et zodiacal. Au à Moyen-Âge, l'époque ils du sont très Moyen-Âge. sensibles à l'influence cosmique. Et donc, les désastres, ils les renvoient souvent à des influences cosmiques, précisément. Alors, Absolument. l'histoire donc du corps, des représentations que nous nous en faisons depuis quasiment 20 siècles, avec vous, juste après votre profil idéal. Il y a une question de corps, évidemment, réalisé par Gaël Legras. Georges Vigarello, depuis près de 50 ans, vous vous intéressez à la représentation du corps humain à travers l'histoire et les différentes cultures. Alors comment pensons-nous ce corps aujourd'hui? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né le 16 juin 1941 à Monaco, vous vous passionnez pour le sport, notamment pour le saut à la perche. Vous entrez à l'École normale supérieure d'éducation physique. Là, vous suivez les cours de philo de Michel Bernard qui écrira Le corps ou encore L'expressivité du corps. Vous bifurquez vers la philosophie. En 1978, sous l'influence de Michel Foucault, votre thèse, intitulée Le corps redressé, est articulée autour des notions de domination, de normes, de discipline. En 1985, dans Le propre et le sale, vous vous penchez sur l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge, hygiène qui passait jadis plus par le linge que par la toilette, car l'eau faisait peur. C'est la crainte selon laquelle l'eau peut pénétrer le corps, l'eau chaude en particulier, et en même temps, une fois qu'elle l'a pénétré, le laisser, je dirais, entrouvert. Avec Histoire du viol, Histoire de la beauté, les 3 volumes d'Histoire du corps, les métamorphoses du gras, Histoire de la virilité ou encore La silhouette, vous multipliez les angles d'approche de votre sujet d'étude. En 2014, vous approfondissez la notion de sentiment de soi. Au XVIIIe siècle, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le sentiment qu'en s'éprouvant physiquement, on existe mieux et on existe plus. Aujourd'hui, vous prolongez votre réflexion en vous concentrant sur le corps en Occident. Vous décrivez l'évolution des modèles fonctionnels du corps selon l'époque. Corps humoral à l'Antiquité, corps mécanique au XVIe, corps énergétique au XIXe. Mais vous détaillez aussi ce que vous appelez les modèles existentiels qui désignent la façon dont nous donnons du sens à notre corps. Selon vous, nous existons aujourd'hui davantage pour nous-mêmes, quasi charnellement, d'où
Ce triple mouvement d'affranchissement, d'individualisation et d'intériorisation. Oui, Georges Vigarello, ce que vous montrez très bien, c'est qu'on est passé d'un corps redressé, dominé de l'extérieur, à un corps qu'on éprouve de l'intérieur, un corps qui s'est affranchi et qui ne supporte plus précisément tout ce qui relève de la domination ou de l'emprise. Mais pour tout vous dire, c'est aussi ma perspective qui a évolué. Ah. Et ma perspective qui est plus sensible finalement à la manière dont les choses sont interprétées aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Indiscutablement, dans les années 70, la crainte, c'est une sorte de domination, le fait d'être soumis aux contraintes sociales, etc. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus sensible, à juste titre d'ailleurs, à la manière de s'affranchir. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est une tentative de faire sans sortir de grands mots, cette archéologie de l'affranchissement. Parce que c'est une grande histoire, en fait. C'est une histoire qui commence au Moyen-Âge. Je dirais, le purgatoire, c'est une façon de s'affranchir par rapport aux craintes de l'enfer, pour prendre cet exemple-là, ou le fait de libérer les serfs, etc. Et on voit, quand on suit comme ça, progressivement, la culture de l'Occident, on voit que le corps est au cœur d'une pratique de l'affranchissement. À quel moment le plaisir corporel apparaît dans les textes? Vous dites que c'est au milieu du 19e siècle, pas avant la notion de plaisir éprouvé par les hommes et par les femmes. Alors, c'est une question, vous avez raison, c'est une question très importante, parce que ça renvoie à la manière dont on qualifie l'existence, la manière dont on éprouve l'existence. Et c'est sûr que la question du plaisir, qui a été quand même un lieu de grand interdit, ne l'oublions jamais, bon, la question du plaisir, elle émerge, enfin, à mon avis, à la fin du 19e, où on s'autorisait la volupté. La volupté, c'est absolument central. On ne peut pas nous l'interdire, c'est pas possible. Bon, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est rompu. Et on le voit dans des textes comme ceux de Zola ou quelques autres, quelque chose s'est produit. Ne parlons pas de Proust. Proust, c'est quelqu'un qui s'éprouve de manière absolument intense. Et je pense à ce moment-là que c'est peut-être une des données les plus importantes de notre monde contemporain. Accepter le plaisir. La perception de la douleur aussi a évolué, vous le dites. Il y avait peu de mots pour en parler, 4 ou 5. Et après, ça a augmenté. Aujourd'hui, on en parle avec un vocabulaire beaucoup plus touffu. Ben, vous avez raison, c'est une superbe question parce que ça renvoie précisément au fait que la question d'éprouver le corps, c'est une question beaucoup plus importante qu'on le croit. On a toujours le sentiment qu'on l'a toujours éprouvé, que c'est toujours pareil. Or, ce n'est pas pareil. Et c'est en ça que le livre que j'avais fait en 2014, c'est un livre auquel je tiens sur la sensation de soi. C'est pas pareil. C'est-à-dire que la douleur éprouvée dans les époques anciennes, elle a quelques petits caractères, mais elle est finalement qualitativement relativement restreinte. Or, plus vous avancez dans le temps, plus vous trouvez des formes de douleur différentes, plus ça s'approfondit, et plus, disons-le, vous enrichissez votre monde intérieur. Disons-le. À travers la douleur, vous enrichissez votre monde intérieur. La fatigue a muté, elle s'est métamorphosée. Vous dites, on est passé de la fatigue du laboureur au burn-out. Absolument. Voilà un autre exemple. Voilà un exemple magnifique où la sensibilité est au cœur. Les types de fatigue contemporaines sont des types de fatigue qui passent par le psychologique. C'est la relation au micro-ordinateur, c'est la tension, c'est le burn-out. Quelles sont les fatigues anciennes? Elles sont physiques. Elles sont excellentes. Et alors, il y a une rupture qui est très intéressante et que l'on oublie, et qui montre à quoi, d'ailleurs, travailler sur le corps, c'est en fait aussi travailler sur le social. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Au moment où la société s'organise, au moment où il y a des systèmes administratifs qui se gèrent, au moment où Louis XIV envoie ses commis à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe? L'administration. Et donc la fatigue de l'administration. Vous voyez? Et donc ça renvoie quoi? Ça n'a pas changé. À une société nouvelle. Ouais. Georges Vigarello, on va avec vous, qui avez fait du sport, qui est un grand sportif, saut à la perche. Grand, je ne sais pas, mais vous en tout cas un passionné. grand sauteur à la perche, entre autres. Et ben des Jeux qui débutent, Anna, jeudi aux États-Unis. Alors attendez, des Jeux Olympiques, mais particuliers, dopés aux hormones. Oui, les Enhanced Games, qu'on peut traduire par Jeux augmentés en français, c'est la première compétition sportive avec dopage autorisé qui va se tenir du 21 au 24 mai à Las Vegas. Alors au menu du sport, bien sûr, de la natation, de l'athlétisme, de l'haltérophilie, le tout agrémenté d'un cocktail de stéroïdes, de testostérone et d'hormones de croissance, mais sous surveillance médicale, précisent les organisateurs. Parmi la quarantaine de participants, un seul Français, Mohamedou Fall. Heureusement.
Oui, quadruple champion national du 100 mètres. Et ces Jeux, en fait, c'est l'occasion pour les deux fondateurs, qui sont entrepreneurs de la tech et milliardaires, de montrer qu'on peut repousser les limites du corps humain et faire enfin advenir le super-humain. À la clé, une récompense d'1 million de $ pour celui ou celle qui réussira à pulvériser le record du monde du 50 mètres nage libre ou du 100 mètres en athlétisme. Alors, est-ce que vous diriez que de tout temps, l'homme, il a voulu décupler ou pousser à l'extrême les capacités sportives? Alors, votre exemple est extrêmement parlant. Il est intéressant à plusieurs titres. D'abord, la question de dépassement, c'est en fait une question récente. C'est pas une question traditionnelle. La tradition a peur de l'excès corporel. Elle considère que c'est une façon de détruire le corps. C'est un grand danger, si vous voulez. Au contraire, lorsque commence à apparaître la notion de progrès, le fait que l'on peut aller au-delà de ce qui existe jusque-là, ben oui, vous commencez à avoir une tentative de dépasser ce que le corps faisait jusque-là. Vous commencez à avoir des calculs de temps, vous commencez à avoir des calculs d'espace, et ça, c'est la deuxième moitié du 18e. C'est un monde moderne, vous voyez. Donc la performance, contrairement à ce que l'on croit, c'est une notion relativement récente. Mais votre exemple, il est intéressant à plusieurs titres. Il est intéressant, et ça, c'est plus ou moins, il y a un écho dans mon livre de ça. Il est intéressant parce que l'obsession de la performance est de plus en plus importante, voire le livre d'Ehrenberg, très beau d'ailleurs, hein, l'âge de la performance. L'obsession de la performance est de plus en plus importante, mais en même temps, ce qui est de plus en plus important, c'est le sentiment que le moi peut s'affirmer de plus en plus, jusqu'à la caricature. Et là, nous sommes face à une caricature. Pourquoi ? Parce que cet excès, sanitairement, il est affreusement dangereux. Oui, pour la personne qui l'opère. Juste une question à propos de... On va faire un débat sur Vladimir Poutine et la guerre, l'agression de l'Ukraine. La vision du corps occidental par Vladimir Poutine, vous en parlez régulièrement. Le corps qui incarne la décadence, le corps dévirilisé, c'est notre corps occidental. Alors, je pense que c'est ce que vous dites, mais c'est en même temps plus compliqué. Vous qui le dites, hein. Je crois que ce qui entraîne, de la part d'un certain nombre de sociétés, dont évidemment la société russe d'aujourd'hui, enfin du moins les hiérarques russes, ce qu'ils craignent, c'est en fait l'individualisation de l'Occident. C'est le fait que dans ces sociétés occidentales, les individus ont une part de décision qu'ils ont conquise avec le temps. Et ça, l'histoire le montre magnifiquement. Et le fait que les individus aient à leur disposition une plus large marge de décision, ça inquiète totalement les sociétés totalitaires. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles des hommes de pouvoir comme Poutine ont une haine à l'égard de l'Occident, parce que l'Occident les inquiète. L'Occident risque de mettre en cause précisément la façon dont leur pouvoir fonctionne. Est-ce que vous, homme qui pétille, mais homme de 85 ans, vous envisagez votre propre corps d'une manière qui vous émeut vous-même ou qui vous étonne vous-même, Georges Vigarello, pour finir ? C'est une question centrale et extrêmement difficile et très difficile de répondre. Moi, je répondrai de deux façons. Lorsque je suis devant vous, je n'ai pas d'âge. Je n'ai pas d'âge. J'ai absolument ma sensibilité, j'ai mon travail, j'ai ma passion. Et puis, en fait, de temps en temps, je perçois évidemment que l'âge est là. Les limites. Mais il y a deux manières, vous voyez, de vivre le corps âgé. Il y a deux manières. Merci Georges Vigarello. Merci pour cette déclaration à nous tous ici. Et merci pour cet ouvrage, Les logiques du corps, aux éditions du Seuil. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. On va passer donc à notre débat autour du Conseil de l'Europe qui a voté vendredi à la majorité en faveur de la création d'un tribunal spécial pour juger le crime d'agression russe contre l'Ukraine. Une décision symbolique, mais aura-t-elle une chance de se réaliser ? Quelle légitimité universelle pour ce tribunal, sachant que la Cour pénale internationale est impuissante vis-à-vis de Vladimir Poutine ? On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. « 5h30, le 24 février 2022. Les premiers chars russes entrent sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine lance ses troupes à l'assaut de Kiev, la capitale. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Cette invasion fait basculer l'Ukraine et l'Europe dans la guerre. Et dès le 2 mars à l'ONU, 141 États membres sur 195 condamnent une opération russe qualifiée sans ambiguïté d'agression. Le monde a parlé. Le gouvernement russe doit immédiatement cesser l'agression, retirer ses troupes et respecter les règles de la Charte des Nations Unies qui s'appliquent à tous.
Non contraignante, cette résolution de l'ONU n'a pas stoppé Vladimir Poutine, ni même le mandat d'arrêt émis en 2023 par la Cour pénale internationale. Pour que le président russe réponde de ses crimes, le Conseil de l'Europe, réuni en Moldavie vendredi dernier, a donc franchi une nouvelle étape. 36 pays se sont engagés à créer un tribunal spécial pour le crime d'agression de l'Ukraine. Aujourd'hui est un jour historique. Le tribunal spécial devient une réalité juridique. Poutine a toujours voulu entrer dans l'histoire. Il y entrera comme un criminel. Le futur tribunal pourrait juger par contumace non seulement Vladimir Poutine, mais aussi ses proches et d'autres dirigeants qui soutiennent militairement le Kremlin. Alors Vladimir Poutine, qui assistait le 9 mai dernier à un défilé militaire annuel à la gloire de l'armée russe, sera-t-il traduit en justice pour l'agression de l'Ukraine? Malgré les obstacles, le tribunal spécial verra-t-il le jour? Nos trois invités, Mathilde Philippe, bonsoir, professeur de droit public à Lyon 3, spécialiste de justice pénale internationale, dernier essai, peut-on juger Poutine? Selon vous, il est très important d'avoir un tribunal pour juger du crime d'agression, d'abord parce qu'il vise les hauts dirigeants des pays, ce tribunal, lorsqu'il sera instauré, et puis ensuite parce que c'est un crime matriciel, le crime d'agression, c'est celui qui entraîne tous les autres. À côté de vous, Véronique Adorman, bonsoir, reporter au quotidien Libération et ancienne correspondante pour le même quotidien à Moscou. Vous avez publié Un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine. Et vous estimez que la création de ce tribunal est importante symboliquement, mais cela n'aura aucun effet sur Vladimir Poutine, selon vous, en tout cas tant qu'il est au pouvoir. Et comme il a l'intention d'y rester jusqu'à sa mort, CQFD. Et à côté de vous, Bertrand Badi, professeur émérite de relations internationales à Sciences Po Paris. Bonsoir Bertrand Badi. Bonsoir. Votre dernier essai, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Vous estimez que le problème de fond est de savoir si une guerre est une question juridique ou politique. Si c'est juridique, c'est aux tribunaux de juger, certes, les crimes d'agression, mais ce n'est pas l'approche qui domine, selon vous, en ce moment. Et on démarre le débat avec le mot du débat, oui, c'est Nuremberg. Le mot du jour, Nuremberg, du nom du procès, on sait, qui s'est tenu dans cette ville allemande après la Seconde Guerre mondiale pour juger 24 dignitaires nazis du Troisième Reich accusés de complot, crimes contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Il a duré près d'un an, de novembre 45 à octobre 46. Alors pourquoi Nuremberg? Parce que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a fait vendredi le parallèle avec le tribunal spécial pour juger Poutine qui vient d'être instauré. Est-ce que c'est une comparaison pertinente, Mathilde Philippe? Alors oui, c'est à la fois une comparaison pertinente et puis on a beaucoup évolué depuis. Alors c'est pertinent parce que Nuremberg, c'est l'un des premiers actes de cette justice pénale internationale qui en est à la préhistoire en réalité. On est tout au début d'un mouvement. C'est pour ça que quand on entend des critiques, on les comprend. Mais attendez, c'est en train de se mettre en place. Et donc Nuremberg, c'est le premier acte. Simplement, il y a eu des changements, des évolutions. La première, c'est qu'on essaye de mettre en place désormais une justice pénale internationale qui ne soit pas une justice des vainqueurs, comme l'était indubitablement celle de Nuremberg. Désormais, que la Russie gagne ou perde la guerre, eh bien, les mandats d'arrêt devant la Cour pénale internationale et devant cette juridiction tiendront. Et puis, deuxième évolution, maintenant, on en est à des juridictions qui sont le fruit d'accords avec des organisations régionales, donc comme l'Union européenne, ou internationales, comme l'ONU. Donc, on a légèrement changé de méthode pour avoir une justice plus efficace. Bertrand Badi, c'est une idée salutaire que de mettre en place ce tribunal. Vous pensez qu'il peut aller jusqu'au bout? Alors d'abord, il y a un énorme débat. Nous appartenons, ce n'est pas forcément le cas ailleurs, à une culture dans laquelle la guerre fait partie des règles du jeu. Nous, l'Europe. Nous, Europe, oui. qui va devenir Euro-Amérique, pour lesquels la guerre, comme le disait Clausewitz, qui est le maître à penser en matière de guerre, c'est le point d'aboutissement d'une rivalité politique. C'est le paroxysme de la rivalité politique. Donc la guerre n'est pas culpabilisée dans la philosophie politique moderne, européenne et euro-américaine. Donc tout le problème, c'est de réfuter, a priori, en disant mais la guerre est un droit. Vous savez, c'est une très vieille histoire. Je citais Clausewitz, mais on pourrait citer Machiavel, qui disait la
la guerre juste, c'est la guerre nécessaire. À partir du moment où vous démontrez que vous avez besoin de la guerre, eh bien c'est normal de le faire. Et Raymond Aron considérait que la paix, ce n'était qu'une entre-deux-guerres. Alors, si vous partez de ce postulat, qui est enraciné dans notre culture et notre histoire, pourquoi ? Parce que quand l'État-nation moderne s'est formé, on est déjà là à l'époque de Machiavel, eh bien, il a été énormément servi par la guerre. Et ça justifie ce tribunal aussi, alors, si on vous entend. Alors, attention, tout le problème, c'est est-ce que la justice doit s'emparer des guerres mal faites, c'est-à-dire qui ne sont pas faites conformément au droit. C'est ce que on appelle le droit de la guerre, ou est-ce que la justice doit s'emparer de toute guerre, parce qu'est-ce qu'on doit considérer la guerre comme étant en soi un crime contre l'humain, je ne dis pas contre l'humanité pour ne pas confondre les notions, et cette question non seulement n'est pas tranchée, mais nous sommes, comme vous le savez, dans une ambiance trumpienne qui considère que le politique est séparé du droit, qu'il a ses raisons propres et que donc nul n'est autorisé à condamner a priori la guerre. Véronique Dorman, justement, est-ce que cette initiative du Conseil de l'Europe, est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour les dirigeants russes ou finalement c'est un coup d'épée dans l'eau pour vous? Alors, pour l'instant, ils affichent leur mépris habituel. Donc, ils ignorent ces décisions. Ils disent, voilà, Peskov, le porte-parole du Kremlin, ne veut pas commenter quand on lui pose la question frontalement. Que pensez-vous de la création de ce tribunal? Il dit, nous ne commenterons pas. Inquiétude certainement. Ensuite, ils sont quand même en posture très officielle de ne pas reconnaître les décisions prises par les Occidentaux, de ne pas jouer selon les règles du droit international, de le bafouer. Ça fait c'est leur droit à eux, en fait. Ils sont au-dessus de cette justice-là. Donc, pour l'instant, ils continuent et ils font comme si ces décisions n'existaient pas. Et ne les concernait pas. Et du coup, ça va être l'objet de notre archive. Regardez, le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, tout le monde s'en souvient, pour son rôle dans le transfert illégal d'enfants ukrainiens lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Regardez. Coup de tonnerre, aujourd'hui à La Haye. Vers 16h, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale fait sa part du travail. En tant que tribunal, les juges ont émis des mandats d'arrêt. Leur exécution dépend de la coopération internationale. Le mandat d'arrêt est émis contre le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, pour leur responsabilité présumée dans la déportation d'enfants ukrainiens. Une décision forte, donc symbolique de la Cour pénale internationale, mais peu de chances que Vladimir Poutine entreprenne un voyage dans un pays où il prendrait le risque d'être arrêté. Et Véronique Dorman, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça n'a eu aucun effet sur Poutine que cette poursuite de la CPI? Absolument, les enfants n'ont pas été rendus. Maria Belova a continué dans sa carrière, elle a reçu des prix. Elle est toujours dans ces fonctions-là. Dans ses fonctions, elle a pu adopter des enfants aussi, elle a continué, elle a poursuivi. Et les Russes continuent dans leur narratif qu'ils ont sauvé ces enfants, qu'il n'y a pas d'enlèvement réel, qu'ils ont arraché ces enfants à la guerre, ils leur ont donné un nouvel avenir. Et en fait, ils transforment complètement le discours. Et effectivement, cette condamnation n'existe pas pour le Kremlin. Mathilde Philippe, oui, alors, je suis d'accord, mais il y a tout de même un élément qui prouve que Vladimir Poutine tient tout à fait compte de ce mandat d'arrêt. Alors cet élément, il est subtil. Cet élément, c'est son attitude vis-à-vis de ses déplacements à l'étranger. Puisque la présidente mexicaine, le chef d'État africain, le chef d'État brésilien lui ont dit « Vous pouvez tout à fait venir sur notre territoire pour diverses réunions et manifestations, nous vous assurons l'immunité. » Alors Vladimir Poutine fièrement a dit « Je n'ai pas peur de ce mandat d'arrêt et je me rendrai au Brésil, en Afrique du Sud et au Mexique. » Et alors, à chaque fois, quelques jours avant, il annule finalement sa venue. Pourquoi ? Parce qu'il sait que dans ces pays-là, il y a tout de même, enfin il sait, parce que ses services de renseignement lui ont dit, qu'il y a tout de même une justice indépendante et qu'il risque l'arrestation. Donc oui, il a été en Mongolie. Eh bien, je pense que c'est exactement la preuve que c'est le seul pays où il peut se rendre. Il ne risque rien. Se rendre aux États-unis aussi, qui n'a pas ratifié. Il a aussi été en Chine, en Alaska. Il s'est déplacé dans d'autres pays qui ne ratifient pas la CPI. Il y a la plupart des pays du monde, sur 193 États, vous en avez près de 150, qui ont ratifié le statut. Donc, il est entravé dans ses déplacements et on le voit. Bertrand Badi, pourquoi c'est justement pas la Cour pénale internationale qui est permanente, qui prend en charge le crime d'agression ?
Et pas un tribunal qui sera un tribunal, donc, par définition provisoire. Alors, prendra ça comme charge. ça a été très justement dit, on est au début d'une histoire, et une histoire évolutive. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, c'est tout récent, c'est 1998. La notion de crime d'agression était dans le brouillard le plus absolu. Il y a eu quand même une conférence qui s'est tenue... 40 ans déjà. Attendez, il y a une conférence qui s'est tenue à Kampala en 2010, je parle sous votre contrôle, et qui a introduit l'hypothèse de ce crime d'agression. Je dis hypothèse pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas eu consensus. Et la France, par exemple, a été parmi les pays qui ont dit non, on ne peut pas reconnaître cette notion de crime d'agression. Deuxième élément, comment définir un crime d'agression ? Alors, une définition a été donnée à Kampala, elle a été intégrée dans le statut de la Cour pénale internationale qui définit le crime d'agression comme tout manquement à la Charte des Nations Unies en matière de droit de la paix. Et par conséquent, la Cour pénale internationale peut s'en saisir, mais vous voyez dans quelle ambiguïté et quel flou. D'autre part, il y a un autre problème, c'est que la Cour pénale internationale ne reconnaît pas la procédure par contumace et donc ne peut pas juger Poutine, tandis que ce tribunal spécial pourrait le faire. Mais je voudrais quand même ajouter un tout petit point, tout petit, qui est de dire, bien sûr, on lit toujours droit et sanctions. Oui. Et que, effectivement, à partir du moment où on ne peut pas appliquer un mandat d'arrêt, qu'on ne peut pas l'exécuter, eh ben, on considère que c'est un échec. Moi qui ne suis pas juriste, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire, je dis le droit, bien sûr, sanctionne, mais le droit a une autre fonction qui est une fonction énonciatrice et stigmatisante. Et ça a un effet énorme. De dire que M. Netanyahou ou que M. Poutine font l'objet d'un mandat d'arrêt international, c'est une stigmatisation, un shaming. Oui, mais alors justement, Véronique Adormel, est-ce que cette stigmatisation ne peut pas empêcher la conclusion d'une paix également ? Est-ce que Poutine, en disant voilà, je suis visé par ce tribunal spécial, ça ne peut pas l'emmener vers un jusqu'au boutisme ? Alors, de toute façon, il n'a pas, quelles que soient les décisions prises par la communauté internationale extérieure ou les Européens maintenant, ça n'a pas l'air d'impacter le plan de Vladimir Poutine, qui de toute façon, pour l'instant, est engagé dans une paix qui n'a pas tellement de fin, dans une guerre qui n'a pas tellement de fin et d'horizon. On a vu que, par exemple, dans le plan de paix que les Russes ont glissé aux Américains dans les 28 points, il y a cette amnistie. Cet article sur l'amnistie totale et de toute poursuite de tous ceux qui se seraient rendus coupables de crimes de guerre. Donc, dans ce cas-là, ce serait effectivement un obstacle, mais ce document n'a jamais été adopté pour l'instant. Ce n'est pas il existe, mais ce n'est pas le plan de paix qui sera suivi. Et puis, de toute façon, oui, pour l'instant, cette décision sert d'irritant pour Vladimir Poutine, mais comme vous l'avez dit, il y a ce qu'il affiche. Donc voilà, il continue à suivre son projet à lui. Il est irrité de l'intérieur. Il peut être inquiet. Il peut se dire que ça va le limiter aussi dans ce qui sera après. Peut-être que ça influencera sa décision de laisser ou pas le pouvoir à un successeur, de s'accrocher plus longtemps au pouvoir au-delà de cette paix en Ukraine, de décider qu'il va rester au pouvoir, quelle que soit l'issue de cette guerre, jusqu'à la fin de sa vie, parce que la seconde où il quitte le pouvoir, parce que pour l'instant il a l'immunité en tant que dirigeant. Voilà. On va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que la guerre n'est pas terminée, on le sait, mais des Russes sont jugés déjà en Ukraine pour crimes de guerre. Oui, 3 mois après le début du conflit, en mai 2022, la justice ukrainienne condamnait le tout premier soldat russe à Kiev, Vadim Chichimarin, un sergent de 21 ans, reconnu coupable de crimes de guerre et de meurtre avec préméditation. Il avait alors écopé d'une peine de prison à perpétuité pour avoir tué un civil, perte qui avait finalement été réduite à 15 ans de réclusion après que son avocat a fait appel. Et puis, en 2025, autre procès à Zaporijjia, un soldat russe de 27 ans, cette fois, Dimitri Kourachov, condamné à la prison à perpétuité pour avoir tiré de sang-froid sur un soldat ukrainien qui tentait de se rendre. Mais ces deux cas restent très rares. Sur les 211 000 crimes de guerre répertoriés par le procureur général d'Ukraine en 4 ans de conflit, l'immense majorité reste non résolue. Alors, il y a aussi des crimes de guerre commis par les Ukrainiens. Oui, en 2022, une vidéo Telegram qui avait été révélée par le Figaro et par le New York Times montrait l'exécution de soldats russes encore vivants par l'armée ukrainienne, des exactions qui sont constitutives de crimes de guerre mais qui restent
moins fréquente que du côté russe. En tout cas, selon la note de l'ONU qui était parue en 2024, elle précisait que cette année-là, les Russes avaient commis 79 exécutions illégales contre 3 du côté de l'Ukraine. Et l'ONG Human Rights Watch avait alors alerté « Nous devons toujours vérifier ce que font toutes les parties de la guerre ». Et elle avait alors sommé les autorités ukrainiennes d'enquêter à ce sujet. Mathilde Philippe, ces tribunaux nationaux, ils rendent justice. Est-ce que selon vous, ils sont plus efficaces que ce que peut faire la CPI ou alors ce nouveau tribunal européen, ou alors ils sont complémentaires ? Alors, ils sont complémentaires. D'ailleurs, c'est l'objectif, qu'il y ait une complémentarité. Mais ici, on a vu des images très symboliques. Alors, d'abord, peut-être, je vais parler de l'Ukraine, mais très rapidement. L'Ukraine a beaucoup déçu, puisque lorsqu'elle a adhéré à la Cour pénale internationale, elle a fait ce qu'avait fait la France aussi, c'est-à-dire qu'elle a exclu pendant 7 ans la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. Je mets de côté, mais je voudrais insister sur le symbole que représentent les images qu'on a vues sur ces jeunes soldats russes jugés en Ukraine, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont jugés en pleine guerre. Donc c'est extrêmement difficile de rendre la justice en pleine guerre, et c'est là où une justice pénale internationale est très importante parce qu'elle permet de décentrer. Oui. Il y a un problème de légitimité selon vous ? Pas de légitimité. J'ai beaucoup parlé lorsque j'étais en Ukraine avec les magistrats. C'est très difficile, mais ils font tout pour garder l'indépendance, et surtout on a le contrôle du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne pour essayer, c'est ce que n'ont pas les Russes, d'avoir une justice qui corresponde donc aux garanties de la justice pénale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont le menu fretin. Or, le tribunal dont on parle, c'est pour juger les hauts dirigeants, pour que ce ne soit plus que ces petits soldats qui eux-mêmes sont jugés responsables. Mais c'est très important. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important, ce tribunal-là ? Parce que ce sont des Russes. Je crois qu'il faut qu'on rappelle que ce n'est pas un droit qui vient de l'extérieur. La Russie, c'est l'un des pays qui a le plus fait pour qu'on ait un droit de la guerre. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Nicolas II et son envoyé, Frédéric de Mertens, qui a rédigé une clause que les États ont trouvée tellement juste au XIXe siècle qu'ils l'ont intégrée dans le traité qui est fondateur sur le droit de la guerre et qui dit qu'il faut tenir compte des populations civiles et même des combattants, de l'humain dans la guerre. Et juste une deuxième chose, c'est un juriste soviétique. Qui a théorisé le crime d'agression. Voilà, qui a non seulement théorisé le crime d'agression, mais il a pris un peu son bâton de pèlerin et il est allé convaincre les Américains qui n'en voulaient pas, les Anglais qui n'en voulaient pas, les Français qui n'en voulaient pas. C'est un crime russe que l'on reproche à Vladimir Poutine et que ce tribunal souhaite donc appliquer. Sauf qu'aujourd'hui, Bertrand Badi, la Russie ne reconnaît aucune légitimité aux institutions internationales occidentales et européennes, et il y a un risque d'illégitimité de ce tribunal-là, non, vis-à-vis de Moscou. Alors, 2 choses. D'abord, on pourrait peut-être enrichir ce débat, que la notion de crime de guerre et la notion de crime d'agression, non seulement sont différentes, ça tout le monde en convient, mais sont peut-être en contradiction l'une avec l'autre. Parce que la base même du droit de la guerre, c'est-à-dire il y a des choses qui sont possibles pendant la guerre. Vous pouvez tuer le soldat qui vous fait face, n'est-ce pas ? Et il y a des choses qui sont interdites et criminelles. C'est par exemple attaquer des civils. Alors, sur la question de la légitimité, Bertrand Badi. Justement, si vous admettez la notion de crime de guerre, ça veut dire que vous admettez la légitimité de la guerre. Et que donc, vous défaites d'autant la notion de crime d'agression. Crime d'agression, c'est de dire la guerre, c'est le crime suprême. C'est ainsi que ça a été présenté, c'est-à-dire, effectivement, en soi, la guerre est une atteinte aux droits absolument fondamentaux de l'humanité. Et donc, l'important dans la CPI et surtout dans la notion de crime d'agression, c'est de juger celui ou celle qui a décidé de la guerre. C'est la décision de la guerre, sauf cas extrêmement précis, légitime défense, et d'après la Charte des Nations Unies, une décision prise par le Conseil de sécurité sous chapitre 7. Mais à cette exception-là, effectivement, lorsqu'Israël et les États-Unis bombardent l'Iran, c'est un crime d'agression. Et c'est là qu'il doit y avoir jugement. Alors vous avez raison maintenant de dire que peut-être qu'à force de délégitimer et de refuser d'adhérer à des institutions, on vient les délégitimer. C'est tout à fait exact. Mais c'est pas tout à fait exact. Ce que pourra dire Poutine, il pourra dire... Attendez. Il est à la... Oui, mais il faut laisser la parole aux... Partageons la parole. Partageons la parole, Bertrand Badi. Vous m'avez posé une question. Ah bah oui, mais je sais, mais vous y avez répondu, et largement. Mais non, j'ai pas répondu. Je voulais juste vous dire quand même en une phrase que, bien sûr, la non-adhésion affaiblit l'institution, mais moi j'appartiens à une génération qui sait ce que c'est que l'absence
totale de Cour pénale internationale. Quand Brejnev et Nixon se faisaient face, le droit n'existait pas. Là, maintenant, désormais, il existe. Alors, justement, sur la question de légitimité, Eric Lindemann, Poutine aura beau jeu de dire c'est un tribunal à la solde des Occidentaux. Je ne peux être jugé que par mon pays, que par les institutions que je reconnais russes. Alors, non seulement il le dit déjà, il le dira, il continuera à le dire parce qu'aucun autre tribunal ne peut le juger. Et puis, par ailleurs, alors, c'est pas dans le droit juridique, mais pour les Russes et pour Poutine et dans la vision politique du monde russe, la guerre est constituante de leur vision du monde. Donc la guerre n'est pas, alors peut être quelque chose qui doit suivre des règles et qui doit être encadré. Il y a des crimes, donc des crimes de guerre, mais le crime d'agression n'existe pas en soi parce que la manière. Alors il est quand même dans leur code pénal. Oui, mais sauf que la manière dont ils construisent leurs relations internationales et leur rapport au monde et leur rapport à l'Occident et leur rapport à l'Ukraine. Alors là, on est dans un autre champ un petit peu. C'est via la guerre et la guerre est une action légitime. Et ensuite, eux, dans ce cadre-là, ils peuvent considérer qu'il y a des crimes de guerre, mais ils renversent tout. Ils considèrent que les agresseurs, c'est les Occidentaux, que c'est les Ukrainiens. Et qu'ils sont, eux, en légitime défense. Juste une toute petite précision pour le débat, parce qu'en fait, ce n'est pas la guerre qui est interdite, c'est juste la guerre illégale. Donc le crime d'agression, c'est simplement, entre guillemets, de déclencher une guerre illégale. Donc la guerre continue à être légitime. Alors, ça n'a pas changé. Justement, c'est un crime en cas exceptionnel. En cas exceptionnel, légitime défense ou autorisation par le procès. Justement, vous avez travaillé avec Philippe Sands, qui est juriste, qui est avocat franco-britannique, qui est venu sur ce plateau d'ailleurs, et c'est lui qui est à l'origine de ce tribunal spécial pour juger Poutine et ceux qui l'entourent. Voilà ce qu'il a dit. Si on peut avoir un tribunal sur le crime d'agression pour le conflit Russie-Ukraine, alors pourquoi pas aussi pour États-Unis, Iran ou pour Israël-Iran. C'est ça l'objectif à terme, c'est d'en faire une juridiction qui sera plus universelle ? Je souris parce qu'il n'arrête jamais. Il est toujours sur le coup d'après. Mais en réalité, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que ce tribunal-là, il est indispensable pour pouvoir juger les guerres à la fois d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ? Parce que si on ne juge pas ceux qui ont tout fait pour juger les autres, parce que la Russie de Vladimir Poutine, elle a tout fait pour juger les autres chefs d'État et les autres dirigeants. La Russie de Vladimir Poutine a toujours voté oui, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations unies ou au Conseil de sécurité, pour créer des juridictions spéciales qui ont pu juger notamment des chefs d'État. Donc c'est très important de juger cette Russie-là. Et puis certains diront, mais avec des canons occidentaux, vous voyez, c'est ça aussi le reproche. Parce que, alors rappelons-nous de la guerre en Irak, excusez-moi de revenir à cela, mais c'est vrai que cette guerre, elle a été unanimement déclarée comme une guerre d'agression par les juristes et même à l'ONU. Eh bien, on se souvient tous, parce qu'on est français, du discours de Dominique Villepin. Eh bien, est-ce qu'on se souvient que le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine a fait un discours qui a eu tellement de retentissement pour dire que c'était une guerre d'agression qu'il a été aussi applaudi que notre Dominique de Villepin national. Donc, il faut se souvenir de qui est Vladimir Poutine pour le droit international. Il a contribué. Donc, si on ne juge pas ce chef d'État-là, comment peut-on ensuite juger un Netanyahou, un Trump qui le refuse depuis toujours? Vous comprenez combien c'est important aujourd'hui ce qui se passe. Merci infiniment, et on peut signaler le Retour à Lemberg, le livre, le récit merveilleux de Philippe Sands. Merci à tous les trois d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marjorie Adelson. La Paz, la capitale bolivienne, est paralysée par des milliers de mineurs, majeurs d'ailleurs, qui sont furieux de leurs conditions de travail et qui appellent à la démission du président. Et puis, miaou sera-t-il un jour traduit par une IA ? Vous verrez. Mais avant cela, le mot vedette du jour, banger, une nouvelle locution dans le vieux Robert, c'est entendu. Dès qu'un truc est bien, on dit que c'est un banger. Banger? Non. Banger, c'est un mot anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Banger, dérivé de l'onomatopée britannique bang, boom, désigne en langage adolescent n'importe quoi de vraiment stylé, soit une chose d'un immense intérêt ou de grande qualité que le non-adolescent traduirait par « c'est de la bombe ». Le 13 mai a paru la dernière édition d'un célèbre dictionnaire, incluant entre autres nouveaux mots « banger ». Le plus jeune des deux vieux dicos des familles a choisi d'intégrer aux côtés de 60 000 autres mots quelques fleurons du vocabulaire de la génération alpha, dont « banger », un anglicisme que la génération X a d'abord réservé à la musique. En 1984, les headbangers désignaient les métalleux qui se secouent la tête à se la faire exploser. De façon générale, bang implique un choc, une percussion, au propre comme au figuré. Dans les bas-fonds anglais du XVIe siècle, bang s'applique à un coup de poing dans la gueule.
au milieu du 19e, à un acte sexuel lapinesque, au 20e siècle, à la conduite d'une épave prête à exploser, puis à la consommation d'herbageois. Mais le terme banger naît d'une histoire de saucisses. Lors des guerres mondiales, la pénurie de viande oblige les charcutiers anglais à couper leurs sausages avec plus d'eau, de chapelure et autres mystérieux ingrédients de remplissage. Surnommées mystery bags, elles avaient pour caractéristique d'éclater à la cuisson au son d'un gros bang. Le terme banger est attesté dans l'argot britannique dès 1919 pour évoquer cette curieuse saucisse explosive, pauvre en carne, qui a, selon l'humour anglais, à peine croisé un cochon, mais a fait la légende de la populaire saucisse purée d'outre-Manche, avant de finir dans le tréfonds d'un dictionnaire français. Allez, c'est banger. On ne veut pas dire ça. Si. Merci Thibaut Doltre. Bonsoir Marjorie et Xavier, c'est l'heure de vos chroniques. Alors cher Xavier, en Bolivie, les mineurs, beaucoup de mineurs, des milliers de mineurs ont bloqué La Paz, la capitale administrative du pays, pour exiger la démission du président qui s'appelle Paz Pereira. Et vous êtes allé évidemment à la mine. Et directement à la mine. En Bolivie. De Potosí, en Bolivie, Elisabeth, parce que c'est en 1545 que les Espagnols fondent cette ville. Potosí, nous sommes dans l'est de l'actuelle Bolivie, nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est-à-dire dans la cordillère des Andes. C'est ici où se trouvent des mines absolument incroyables. Alors les Espagnols, c'est pour ça qu'ils fondent cette ville, pour exploiter les mines. La légende raconte que il y a bien longtemps, un Indien, peut-être Quechua, était là en train de faire paître son troupeau. Puis au moment de faire un feu de camp, il se rend compte que les pierres fondent. En fait, ce n'est pas des pierres, c'est du minerai d'argent. Vous l'avez compris, ces mines sont exploitées déjà par les Incas. Les Incas dont l'empire s'étend le long de la cordillère des Andes. Et les souverains Incas bénéficient d'un système extrêmement efficace qu'on appelle la mita. C'est une sorte de corvée que doit la population. C'est un travail obligatoire. Alors, de manière comme ça, cyclique, les gens vont travailler, mais pas seulement dans les mines. Ça peut être pour garder des troupeaux, pour construire des routes, des infrastructures ou pour l'armée. Enfin bon, pour la collectivité, il faut travailler tous les X années. Et l'armée, je vous disais, c'est cette armée Inca qui est vaincue par les Espagnols qui arrivent avec Tupac Amaru, le dernier grand souverain Inca qui est tué en 1572. C'est là que se constitue ce qu'on appelle la vice-royauté du Pérou, immense territoire dans lequel se trouve la Bolivie, avec pour vice-roi Francisco de Toledo. Il récupère les mines, Toledo. Oui, il va prendre les mines. Il hérite de tous ces mines, ce serait bien dommage de s'en priver, d'autant que les Espagnols arrivent à mettre en place un nouveau système d'exploitation et ces mines-là produisent énormément. Et ils héritent aussi de ce système. La mita. Ce serait ballot de s'en priver, se disent-ils, parce que ça permet d'avoir une main-d'œuvre, bon marché, c'est peu de le dire, et servile. Au sens où Francisco de Toledo fait inscrire la mita dans la législation coloniale. Mais cette fois-ci, vous l'avez saisi, ce n'est pas pour le bien public, c'est aussi pour exploiter les mines avec quelques protections. Elles sont minimes, un petit salaire, une petite protection liée à des soins qui, dans la réalité, ne sont jamais appliqués. Ça s'apparente à de l'esclavage. Et cette odieuse mita est dénoncée. Elle est dénoncée, sachant qu'on en trouve encore la trace longtemps après, au 19e siècle. Vous avez toujours cette exploitation. Vous l'avez compris ici, le système n'est plus du tout celui des Incas qui visaient à aider la collectivité, mais celui de la couronne d'Espagne qui s'enrichit avec tout cet argent, la couronne d'Espagne, qui mita, profit le système Inca à son profit, bien sûr. Merci, cher Xavier. Marjorie, traduire le langage des animaux, ça semble le nouveau Graal de certaines entreprises. Oui, en France, 1 personne sur 2 possède un animal de compagnie. Mais votre chien est-il de droite ou de gauche ? Eh bien, vous pourrez bientôt le savoir. Bon. De plus en plus d'entreprises se proposent de traduire ce que dit votre animal de compagnie en langage humain. Comment ? Eh bien, grâce à l'IA. Alors, le géant de l'Internet Baidu, l'équivalent chinois de Google, par exemple, a déposé un brevet en ce sens. L'objectif, c'est de traduire en temps réel les vocalisations et les comportements des animaux. Cette technologie, en fait, elle pourrait être intégrée directement dans des objets connectés, par exemple des colliers ou encore des bracelets, et proposée au public dans quelques années. Aux États-Unis, en revanche, eh bien, ça existe déjà. Une start-up développe par exemple un collier que vous voyez spécial chien. Alors, il analyse les sons, les aboiements et les mouvements de l'animal. Il croise toutes ces données avec de l'IA, mais aussi avec la race du chien pour retranscrire son état émotionnel. Alors, si vous préférez les chats, je ne sais pas si c'est votre cas,
pas de problème, hein. Il existe aussi une solution, c'est l'application MeowTalk qui a une belle promesse, maîtriser le miaou. Alors elle est déjà accessible. Concrètement, vous enregistrez un miaulement de votre chat. L'IA la compare à une base de données de plus de 260 millions de miaulements qu'elle a en réserve et elle vous propose une traduction dans l'application démonstration. Do you want to go to the vet? Okay. Do you want to go cut your nails? Démentiel. Voilà, alors en réalité, vous l'avez compris, bon déjà ce chat ne veut pas trop qu'on l'embête, mais ça traduit plutôt une forme d'intention. La fiabilité, elle reste imparfaite, mais avec plus de 800 millions de chats et de chiens dans le monde, on se dit que c'est quand même un marché qui potentiellement a de l'avenir. L'IA est de plus en plus utilisée par la science et pas que pour les animaux de compagnie. Google, par exemple, le fait en partenariat avec des chercheurs. Il a créé Dolphin Gemma, c'est un modèle d'IA qui tente d'analyser la communication des dauphins en étudiant leur sifflement et en les retranscrivant sous forme numérique. L'objectif, c'est mieux comprendre en fait leur manière d'interagir et identifier au son les différentes espèces, car un peu comme les humains au final, les dauphins, ils ont des accents selon les régions d'où ils viennent. Alors il y a d'autres chercheurs qui, eux, préfèrent travailler au contraire avec une multitude d'espèces animales, que ce soit des oiseaux, des éléphants, des baleines. Ils espèrent ainsi comprendre la clé de la communication interespèces. On pourrait donc enfin comprendre ce que se disent ce petit poisson et ce petit oiseau qui s'aimaient d'amour tendre. Les voici, regardez comme ils sont mignons, ils sont adorables. Et qui dit meilleure compréhension, dit peut-être aussi, in fine, meilleure protection. Mais est-ce que les animaux ont envie d'être compris ? Alors, bien sûr, ils pourront peut-être nous le dire et on serait peut-être surpris. Ah bah c'est sûr, on s'en prendrait pour notre grade. Merci Marjorie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss. En cœur, miaou, non ?